Salut à tous, c'est Rototo, on se retrouve pour le 13e volet de notre série historique consacrée aux avions du jeu War Thunder et nous parlons aujourd'hui d'un avion qui a marqué considérablement l'évolution technologique des avions japonais de première génération. J'ai nommé le A5M4 Mitsubishi, ici présent, dénommé en code allié le Claude. Alors ça ne s'invente pas. Pourquoi le Claude? Je ne sais pas. Les Alliés avaient l'habitude de donner des noms de code aux avions japonais. Par exemple, le F1M2 était surnommé le Pit, notamment. Bon. Et il s'avère que le A5M4 était surnommé le Claude. Alors, je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, j'avoue avoir cherché un peu, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Si un internaute qui voit cette vidéo a l'explication, qu'il n'hésite surtout pas à me la donner, ça me sera très utile. Et donc voilà. Donc en fait, le A5M4 Mitsubishi est un avion, un chasseur embarqué de l'aéronaval, un chasseur léger bien sûr, mais embarqué, et surtout il est le premier chasseur embarqué moderne, biplan, à la fois de l'aéronavale japonaise, mais même au-delà de l'aéronavale tout court. C'est le premier chasseur aéronaval embarqué moderne du monde. Il faut savoir qu'à cette époque, très peu de pays ont encore développé des porte-avions. Les précurseurs en la matière, on l'avait déjà dit, je crois, étaient les Britanniques. Les Japonais ont suivi de très très près, ainsi que les Américains. Et donc les maîtres en la matière, les Britanniques, ont finalement été battus par leurs élèves, puisque les Japonais développent donc cet avion dès 1936, un avion qui véritablement est à la pointe de la technologie de cette époque, mais qui est encore un poil non abouti. Il est développé par la firme Mitsubishi, mais qui est en concurrence à l'époque avec, on en avait parlé d'ailleurs lors de la vidéo précédente, avec le principal fabricant d'avions japonais qui était Nakajima. Mitsubishi donc développe cet avion pour l'aéronavale impériale, tente également de l'imposer en termes de standard à l'aviation nippone, qui lui préfère quand même le Ki-27 Otsu qu'on avait vu donc dans la vidéo précédente, et qui effectivement est tout de même beaucoup plus abouti, on peut le remarquer, dans sa conception générale. Mais néanmoins, le A5M4 est très près derrière. Il est tout aussi maniable. C'est vraiment ce qui caractérisera toujours les avions japonais, la maniabilité, l'agilité. Il est très peu armé, ça c'est le problème principal. Toujours ces deux mitrailleuses 7.7 qui vont pas très très loin, et qui poseront des soucis, alors qu'il peut compenser grâce à sa grande manœuvrabilité, mais voilà, bon, ça manque de mordant. Il est également très fragile. C'est aussi ce qui va toujours caractériser les avions japonais. Il faut savoir que les avions japonais ont une structure assez fragile, mais en même temps, donc, pardon, une faculté à s'enflammer très facilement. Par exemple, les Américains vont très tôt développer des réservoirs d'essence auto-obturants, c'est-à-dire qu'en fait on met à l'intérieur du réservoir une sorte de membrane qui a pour effet de garder les gaz de l'essence à l'intérieur du réservoir, même quand il est percé, ce qui évite à l'avion de s'enflammer comme un briquet, contrairement aux Japonais qui eux vont mettre beaucoup de temps avant de développer cette technologie et qui auront tendance à exploser ou à s'enflammer au bout de 2 ou 3 coups au butin. Voilà. Donc cet avion, le A5M4, a été conçu par Mitsubishi, plus particulièrement par un ingénieur qui est une véritable célébrité au Japon en matière de développement aéronautique et en matière de développement militaire tout court, un certain monsieur Jiro Horikoshi. Et Jiro Horikoshi, qui a donc fabriqué cet avion pour la firme Mitsubishi, est celui qui va concevoir également la série des A6M, qui eux sont véritablement des avions légendaires, les fameux zéros japonais que tout le monde connaît et qui vont semer la terreur dans le Pacifique et dans le sud-est asiatique. Voilà. Donc on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est encore en 1936. Le A5M4 est donc l'avion phare de l'aéronavale japonaise. Il est en concurrence, on l'a dit, avec le Ki-27 Otsu, mais qui est donc préféré par l'armée pour tout ce qui est force aérienne. Et le A5M4 donc, ne s'impose que sur la partie porte-avions. Il va néanmoins participer au combat contre la Chine nationaliste, avant d'être remplacé donc par son successeur, le Zéro. Avant qu'on ne lance la bataille, parce que, alors je précise encore une fois, bon, pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, vous savez comment ça se passe, on commence par présenter et puis ensuite on fait une bataille, mais je vais quand même le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept. Je présente donc les avions dans un premier temps, je parle un peu de leur spécificité technique, de leur histoire, et ensuite on lance une bataille du jeu pour vérifier, eh bien ma foi, comment la simulation reproduit la fiche technique de cet avion. Voilà. Donc avant qu'on lance la bataille, encore quelques mots au sujet du A5M4. C'est un avion, alors Cocorico, qui a été inspiré par la firme Dewatin.
de Watine, donc, qui est une firme française qui a d'ailleurs été à l'origine des meilleurs avions français de l'entre-deux-guerres et du début de la guerre, notamment le fameux Dewatine D520, que je peux vous présenter d'ailleurs, qui est représenté dans la partie britannique, ici précisément, voilà. Voilà le Dewatine D520. Alors quand on voit sa forme, on se dit mais ça n'a strictement rien à voir avec le A5M4. Alors effectivement, au niveau de la forme, même au niveau de la motorisation, on voit que le Dewatine est en fait un chasseur équipé d'un moteur en ligne, alors que les chasseurs japonais, et le A5M4 en particulier, utilisent un moteur en étoile. En l'occurrence, il s'agit là d'un moteur de 550 chevaux, qui a d'ailleurs de très bonnes performances, puisque cet avion est capable de voler à plus de 450 km/h, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque. Donc c'est vrai qu'au niveau de la forme, comme au niveau de la motorisation, il n'y a absolument rien à voir avec le Dewatine. En revanche, c'est la structure métallique qui a inspiré donc l'ingénieur de Mitsubishi, une structure métallique où on développe un avion à base d'aluminium et sans rivet, ce qui est très novateur pour l'époque, ce qui est archi moderne et qui va donner des performances en vol tout à fait exceptionnelles. Par contre, c'est un avion qui reste très fragile et qui, au niveau de l'armement, comme on l'a dit, hein, reste encore très faible, manque de mordant et a peu de capacité en puissance de feu. Deux pauvres mitrailleuses 7.7, ça va pas très loin. Il est très fragile et il doit compter essentiellement sur sa capacité de vol pour s'en sortir. Voilà, on est déjà à 6 minutes 27, on va lancer la bataille. Alors, j'espère que je vais m'en sortir à peu près. Pour être tout à fait honnête, allez, je vous le dis, je devrais pas, mais je vous le dis, normalement je fais une vidéo et je la laisse comme elle est. Je la refais pas. Évidemment, il n'y a pas de montage et encore moins de commentaires a posteriori. C'est vraiment un premier jet. Hein, vous découvrez la vidéo voilà, comme je la fais, de façon un peu brute, ce qui donne le charme de la spontanéité. Mais dans ce cas présent, là, je l'ai refaite, non pas pour un problème technique, mais parce que j'ai été très agacé. Dans la vidéo que j'avais commencé à faire sur le même sujet, je me suis retrouvé embarqué face à un joueur qui m'a fait un coup de kamikaze et qui m'a donc rentré qui est rentré en collision avec moi de façon tout à fait volontaire. Et alors ça, c'est vraiment l'archétype de l'anti-jeu que je ne supporte pas dans War Thunder. Beaucoup de joueurs le font, je déteste ça. Bon après, tant pis pour moi, j'avais qu'à l'éviter, mais c'est vraiment ce que j'appelle de l'anti-jeu. J'avais pesté contre les collisions intempestives dues à la noobitude entre guillemets de certains joueurs débutants dans deux vidéos précédentes, notamment celle sur le Hurricane. Mais bon, là déjà j'étais plus scolaire par rapport, on va dire, au manque d'attention. Mais alors, la collision volontaire, le côté kamikaze, ce qui est un comble, en plus c'était un Allemand qui m'a rentré dedans, vous voyez. Le côté kamikaze qui consiste à vous rentrer dedans pour vous éviter de vous accorder un kill, sachant que le joueur n'en aura pas non plus le bénéfice, je trouve ça complètement anti-jeu, ça m'a vraiment insupporté. Et puis la vidéo s'est terminée, alors vraiment en queue de poisson au bout de 2 minutes. Alors là on va essayer de faire mieux, j'espère, parce que j'ai pas envie de la refaire une troisième fois. On va s'attaquer tout de suite à un Blenheim, donc un bombardier léger, là que vous voyez en fait, vers lequel je m'approche. Donc, je rappelle, hein, les avions japonais manquent de puissance de feu, mais sont également extrêmement fragiles. Donc, j'ai aucun problème pour m'approcher. Vous voyez, il est extrêmement manœuvrable, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut faire très attention aux mitrailleurs, surtout. Vous voyez, regardez, je commence à prendre des coups là. Vous voyez, très attention aux mitrailleurs. Il essaye de m'avoir d'ailleurs, hein, il se défend bien. Très attention aux mitrailleurs et très attention à ceux qui peuvent vous prendre également dans vos 6 heures. Donc, faites des mouvements rapides comme ça. Vous voyez, voilà. Ne le laissez pas vous ajuster parce que très honnête, en plus les bombardiers sont costauds, ils sont très résistants et donc avant que vous réussissiez, ah là, je lui ai fait mal, hein, j'ai touché un de ses moteurs je pense, avant que vous réussissiez vraiment à le mettre au tapis, il a le temps de vous infliger d'énormes dégâts. Alors il faut que je fasse attention, vous voyez, là, hop là, il m'a touché, donc j'ai dégagé très vite, mais je commence à, ouf, ça y est, je l'ai eu, avion détruit, ouf. Mais voyez, regardez mes ailes déjà, hein. Et pourtant j'ai fait très attention, hein. C'est un avion extrêmement fragile, voilà. Le conseil que je peux vous donner avec ce type d'avion, comme dans la réalité, c'est vous devez jouer sur votre manœuvrabilité. Vous n'avez pas beaucoup de puissance, un taux d'ascension quasiment nul, une vitesse somme toute raisonnable, hein, pour un avion de première génération, une puissance de feu très médiocre qui vous oblige à rester longtemps derrière votre cible, à l'arroser avant de pouvoir la mettre au tapis, et en revanche une fragilité, vous êtes une poupée de porcelaine, hein. Donc toujours faire très attention. Si vous voyez un tir qui vient de derrière vous, tout de suite vous décrochez, vous ne restez pas en ligne, comme je l'ai fait malheureusement dans la vidéo consacrée au KI-27 où je me suis fait descendre bêtement par orgueil parce que j'étais engagé contre une cible
cible que je voulais absolument abattre. Il y a un HE 112, si je me rappelle bien, qui est venu aider son collègue, qui est arrivé derrière moi. J'ai vu les tirs, j'aurais dû décrocher tout de suite, j'ai voulu persister et terminer. Hop, l'aile arrachée. Alors hop là, vous voyez, je surveille quand même aussi dans ma minimap à droite les petits points rouges pour voir si j'ai pas quelqu'un qui se rapproche. Là, ça a l'air d'être à peu près bon. Je vais m'approcher du BF 110. Alors là aussi, attention, les BF 110 disposent d'un mitrailleur arrière. Donc attention, là aussi, de pas trop s'approcher. Là, c'est très bien, il se met parfaitement dans la position la plus intéressante pour moi. Là, je baisse tout de suite pour éviter son mitrailleur, au cas où. Hop, encore un petit coup. Est-ce qu'il va perdre le contrôle? Non, je pense qu'il fait une manœuvre évasive. Hop, tout le monde se pointe pour essayer de récupérer la victoire. Ah, j'ai plus de munitions. Voilà. J'ai plus de munitions, donc je vais pas prendre de risque. Hop, je laisse assistance à destruction, c'est pas grave. Je laisse mes alliés s'en occuper le temps que mes mitrailleuses se rechargent. Bon, ça dure pas très longtemps avec deux mitrailleuses 7.7. Au moins, l'avantage c'est que ça recharge très vite. Vous verrez quand on abordera les avions mieux armés avec des canons de 20 mm que c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire pendant qu'on combat là au niveau de l'historique? Bah, en fait, c'est un avion qui n'a pas eu vraiment l'occasion de faire ses preuves en combat. Il a surtout été engagé, comme je le disais, contre les forces nationales chinoises, mais l'essentiel de l'effort était fait par les KI-27, qui à l'époque était l'avion principal. Oh là là, qu'est-ce qui me tire dessus là? Ah oui, voilà, hop, un Ju-87, on va l'engager tout de suite. Attention aux mitrailleurs de queue. Les Ju-27 disposent eux aussi d'un mitrailleur arrière, donc on fait attention. Bon, c'est bien, il y en a un qui se met... Ah là, oh le pea-shooter. Ah bah il a bien fait lui. Viens ici Coco, t'as bien fait de te mettre là. Je pense qu'il est venu aider son collègue Ju-87, mais on va s'en occuper. Je crois que j'ai du monde derrière moi aussi, alors attention. Hop, assistance à destruction. Hop, vous voyez, j'ai vraiment aucun mal à rester derrière lui. Hein. J'ai aucun mal, je suis très lent. Alors là, je peux y aller tranquillement, il n'y a pas de mitrailleur arrière, c'est un chasseur le pilote. Bon, j'ai juste un peu de mal à l'aligner parce qu'il fait quelques manœuvres évasives. Voilà, mais bon, allez, assistance à destruction encore, j'en suis où moi au classement là? Ouais bon, j'ai fait qu'une victoire, hein, c'est pas énorme. Mais c'est vous voyez, le problème du manque de puissance de feu, c'est ça, c'est que effectivement, vous n'avez pas trop de problème à engager votre ennemi, vous n'avez pas trop de problème à lui tirer dessus, mais il vous faut un bon paquet de munitions avant d'arriver à le mettre au tapis. Et donc au final, bon, voilà, alors voilà, on a subi une défaite en plus, bon bah, c'est pas grave, au moins on a réussi à aller, vous voyez, regardez là comme je l'ai enflammé, bon ça comptera pas dans mes victoires, mais vous voyez, on arrive facilement à l'atteindre, simplement, le manque de puissance de feu fait qu'il faut insister, donc vous êtes obligé de rester très longtemps derrière la cible, vous êtes obligé de canarder très très longtemps et donc vous vous exposez et comme on l'a vu hein, il suffit de pas grand chose pour vous infliger de gros dégâts. Voilà, donc bah, je suis pas trop mécontent. On a réussi à faire la vidéo jusqu'au bout, même si ça se traduit par une défaite de l'équipe, hein, ça c'est pas encore très gênant. Ça m'a permis quand même de vous montrer l'avion en position comment dirais-je, de situation. C'est bien, comme pour les autres japonais, un avion qui correspond à peu près à ce qu'on peut en attendre au vu de la réalité historique, fragile, très agile, manquant de puissance de feu, donc finalement assez agréable à piloter mais qui demande vraiment beaucoup de doigté. Je pense que c'est un avion qui vous permettra de prendre l'habitude des manœuvres aériennes. Ça c'est une bonne chose. Si vous jouez japonais, vous serez amené très rapidement et très régulièrement à vous lancer dans des combats tournoyants, dans des dogfights. Ce sera votre principale arme d'ailleurs. Hein. Vous serez amené à donc devoir louvoyer, esquiver, vous approcher de vos cibles, les attraper dans leurs 6 heures et de ne plus les lâcher comme des pitbulls. Simplement, ne vous inquiétez pas, les versions de base, hein, des premières versions des avions japonais sont très mal armées, mais ensuite, à partir des niveaux 3, là, quand vous êtes dans la série des 0, vous avez des avions tout aussi manœuvrables, beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants. Et là, croyez-moi, ils font de très gros dégâts. Hein. En tout cas, pour les générations 3, peut-être pas 2, je m'en souviens plus très bien d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on a en génération 2? Aussi même en génération 2, regardez, quand on abordera la génération 2, voilà, le premier zéro hydravion qui sera le A6M2N, déjà, regardez ça, deux canons de 20 mm plus deux mitrailleuses de 7 mm, et vous pouvez lui adjoindre également jusqu'à deux bombes de 50 kg. Oui, maintenant que je le vois, c'est vrai que je me souviens de cet avion, j'ai pas mal joué avec, d'ailleurs je l'ai même mis en configuration élite, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on n'en y est pas encore, mais je peux vous dire que j'ai passé de très bons moments avec cet avion. Donc, insistez, je ne saurais trop vous le conseiller. Ne vous laissez pas, ne soyez pas dégoûtés par les avions japonais dès la première génération. Au début, c'est un peu difficile, c'est un peu frustrant, mais vous apprendrez beaucoup dans les manœuvres. Et ensuite, quand vous aborderez les générations 2, là, croyez-moi, ça va changer la donne. Croyez-moi. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, le but n'est pas tant de parler trop du gameplay, hein, c'était plus l'aspect historique des avions qui nous intéresse. Donc, je pense avoir fait le tour sur la question. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez plus d'informations à donner dans vos commentaires. Éventuellement, si j'ai fait des erreurs ou s'il y a une chose que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez réagir, n'hésitez pas non plus. Hein. Encore une fois, je ne suis pas du tout infaillible et je peux omettre certaines choses ou me tromper. Mais bon, je pense quand même avoir pris le temps de bien faire attention à ce que je vous disais. Nous sommes arrivés donc à la fin de nos avions chasseurs-intercepteurs de première génération japonais. Lors de la prochaine vidéo, qui sera donc la vidéo numéro 14, nous aborderons un bombardier en piqué, le D3A1, bombardier naval et bombardier en piqué. Donc là, on est encore dans l'aéronavale japonaise. On retrouve les fameuses ailes en forme elliptique. Hein, et cet aspect toujours un petit peu similaire dans la conception d'ordre général des avions japonais, à la fois très élégante, à la fois très fluide, et en même temps un côté vraiment très moderne. Hein. Pour le coup, on n'est pas loin donc des standards qui vont être ceux de la guerre du Pacifique. Donc nous parlerons de cet avion lors de la prochaine vidéo, vidéo numéro 14. Ensuite, qu'est-ce qui nous restera à aborder? Je crois qu'on aura fait le tour. Il y aura, ah oui, le chasseur lourd KI-45 Toryu, que nous aborderons également. Et puis ensuite, eh bien, nous changerons de nation à partir de l'épisode qui sera donc l'épisode 16, si je ne me trompe pas. Et alors, je ne sais pas encore quelle nation nous allons aborder. Je pense qu'on le fera voilà, dans la suite logique. Très probablement l'Union soviétique, puisque les Japonais ont eu affaire à eux, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lors de l'incident de frontière de 1939. Voilà. J'espère donc que cette vidéo aura été agréable à regarder. Pardonnez-moi encore une fois si parfois je fais quelques erreurs dans mes commentaires, si je bafouille un peu, si j'utilise le mauvais mot. Je commence un petit peu à progresser dans l'exercice qui consiste à faire des vidéos et à commenter, mais c'est encore quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi. Et croyez-moi, c'est pas si simple, hein, c'est pas si évident. Donc je le fais vraiment pour vous faire plaisir en espérant que ce soit le cas, et pour me faire plaisir aussi, parce que j'avoue que je ne déteste pas ce que je fais. Mais voilà, donc je vous demande encore un peu de comment dirais-je, de tolérance, si on peut dire, hein, pour mes erreurs éventuelles, et voilà, en espérant que vous prendrez du plaisir à visionner ces vidéos. Je vous dis à très bientôt, à ciao.